Bonjour à tous, aujourd'hui sur l'échappée de l'Ouest, on vous amène à la découverte des moulins. Jusqu'au XXe siècle, ces machines occupaient un rôle central dans la vie des paysans qui les utilisaient pour moudre leur blé. Le spécialiste Benoît Huot les compare même à nos supermarchés, tant leur usage était indispensable et courant. La Bretagne est l'une des régions françaises qui comptait le plus de moulins, qu'ils soient à vent ou à eau. Ces derniers sont en fait les plus fréquents. Ces moulins fleurissaient principalement dans le Finistère et les Côtes-d'Armor, car les départements les plus peuplés demandaient logiquement plus de moyens pour nourrir les habitants. Une paire de meules pouvait nourrir jusqu'à 250 personnes. Il y a un siècle, la Bretagne comptait près de 6000 moulins, mais beaucoup sont aujourd'hui à l'abandon. Cet abandon s'explique par l'amélioration des techniques agricoles qui ont poussé les meuniers à progressivement abandonner leur activité. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 400 en état de marche. L'objectif de notre vidéo sera donc de vous présenter plusieurs moulins à eau, datant principalement de l'époque moderne et contemporaine, et ayant été en activité au XIXe siècle. Ils sont situés dans le Finistère, autour de la commune de Plounévin-Terre. Vous découvrirez le moulin de Brézal, celui de Cos-Castel, ou plutôt ce qu'il en reste, le moulin de Couette-Mérette et enfin le moulin Soule. Nous allons évoquer des moulins très différents les uns des autres, que ce soit en termes de taille, d'évolution de leur usage au cours du temps, ou bien encore d'anecdotes qui leur sont associées. Un événement terrible a notamment marqué le moulin Soule, ce dont on vous parlera en fin de vidéo. Intéressons-nous d'abord au moulin à eau de Brézal, situé sur la commune de Plounévin-Terre. Celui-ci est vraiment très vieux, puisque ses premières pierres ont été posées en 1520 à la demande du seigneur de Brézal. Sous l'Ancien Régime, il s'agissait d'un moulin banal dépendant de la seigneurie de Brézal dont le château était situé à 2 pas. C'est-à-dire que toutes les familles vivant à proximité du moulin devaient y faire moudre leurs grains. Cette obligation a été abolie par la Révolution. À ce moment-là, il a également été vendu comme bien national. Ensuite, de nombreuses familles s'y sont succédées. À la fin du XVIIIe siècle, on le qualifie de maison manale. Une maison assez sophistiquée d'ailleurs, ornementée de différentes figures aux crochets et crossettes d'angle, qui nous rappellent la richesse et donc l'importance du moulin. Une illustration du XIXe siècle nous montre bien à quel point ce moulin était impressionnant. Cet édifice possédait 3 roues, qui étaient refaites régulièrement à cause de l'humidité et du mouvement qui les abîmait. L'énergie hydraulique était donc optimisée par 3 systèmes. Celui de la roue à pirouette, qui était horizontale, et ceux des roues à auger et à voler, qui étaient verticales. Ces roues tournaient grâce à la force de l'eau et transmettaient leur mouvement à la meule qui s'occupait du broyage des grains. L'édifice comprenait également un barrage destiné à retenir l'eau et un four à pain. À partir des années 1920, le moulin vieillit, et en décembre 1933, une partie de la galerie s'écroule. Il a fini par être abandonné dans les années 1950, avant d'être reconverti en restaurant en 1967. Aujourd'hui, le moulin de Brézal semble avoir quelque peu perdu de sa splendeur d'antan. Néanmoins, il conserve une place de choix dans le cœur des riverains. Penchons-nous maintenant sur un moulin très différent des précédents, le moulin de Cos-Castel. Situé sur la commune de Saint-Main, cet édifice ne se résume aujourd'hui plus qu'à quelques pierres. D'ailleurs, je suis sûre que vous ne parvenez même pas à les voir sur la vidéo. Son existence aurait été complètement oubliée sans le cadastre napoléonien du début du XIXe siècle, qui nous montre bien qu'il existait un moulin dépendant des seigneurs du manoir de Cos-Castel, situé non loin. On comprend donc bien que de nombreux moulins ont disparu au cours du XXe siècle. Nous nous trouvons maintenant sur la commune de Lanneau-Arnaud, au niveau du moulin de Couette-Mérette, un édifice remontant au début du XVIIe siècle. À cette époque, il s'agissait d'un moulin seigneurial, un bâtiment en pierre de taille modeste, abritant le meunier et sa famille. La mouture s'effectuait alors sur une seule paire de meules, entraînées par la Flèche, la rivière locale. La configuration des lieux a été plusieurs fois remaniée, les bâtiments se sont agrandis pour accueillir davantage de matériel et de silos.
Le moulin lui-même a été habité jusqu'en 1932. Aujourd'hui, il continue de fonctionner sous la forme d'une minoterie qui fournit des préparations à base de farine pour les boulangeries, pâtisseries, crêperies, restaurants ou pour les particuliers. Le dernier moulin qui nous intéresse est le moulin Saule. Il est situé à quelques centaines de mètres du moulin de Poitemérette. Le lieu sert désormais à la pisciculture. Il est surprenant de penser que ce petit moulin, perdu dans un bois, s'est retrouvé au cœur d'une affaire qui effraya la chronique locale durant des décennies. Ce moulin a en effet été le théâtre d'une histoire assez sordide à la toute fin du XIXe siècle, qui a alimenté les journaux et les conversations pendant plusieurs mois. Tout a commencé en février 1899, lorsque 3 cadavres ont été découverts dans une maison proche du moulin. Il s'agissait des corps d'Olivier Cueff, de Marie-Jeanne Rioux et de François-Marie Cueff, leur fils. Ils étaient carbonisés, car leur maison avait été complètement détruite par un incendie, que l'on pensait à ce moment-là involontaire. Mais 2 mois plus tard, non loin de là, un nouveau drame se produit, cette fois-ci au moulin. Le 30 avril, le propriétaire du moulin Saule, Pierre Léost, se rend, comme chaque dimanche, à la messe de bon matin, en laissant la garde du moulin à sa jeune domestique, Marie-Anne Combeau, âgée de 16 ans. La messe se passe, Léost rentre chez lui vers 11h, et tombe nez à nez avec le cadavre de la jeune fille encore chaud et baignant dans 3 litres de sang. Le sang de la domestique avait giclé partout, car elle avait le cou à moitié détaché du tronc, tant le coup de couteau porté à sa gorge avait été puissant. De plus, tout était en désordre dans la maison, les affaires avaient été cassées et éparpillées, et le tueur avait pris le temps de boire et de manger, et d'emporter un fusil Le Faucheux. Mais surtout, une somme de 1250 francs avait disparu, ainsi que d'autres objets. Ces vols constituaient pour les enquêteurs le mobile du crime. Rapidement, un homme est arrêté. Il s'agit de Jean-Marie Caire, un bel agriculteur de 28 ans, habitant un peu plus loin, au hameau de Quercieux. Il avait été aperçu rôdant près du moulin au moment du meurtre. En effet, des témoins affirmaient l'avoir vu se cacher derrière les fossés et se retourner fréquemment pour vérifier qu'on ne le suivait pas. Caire avait déjà été remarqué pour son comportement et ses propos violents, notamment depuis son retour de la campagne de Madagascar en 1895. Il était assez détesté dans la région et avait déjà eu affaire à la justice, notamment pour des affaires de viol. Après ces témoignages, les gendarmes ont donc perquisitionné chez lui et ont découvert 2 clés. Et ces 2 clés appartenaient au jeune François-Marie Cueff, décédé dans l'incendie de sa maison au mois de février. Or, cet homme travaillait au moulin. Il apparaît donc vite clair aux enquêteurs que c'est Jean-Marie Caire qui a provoqué la mort des Cueff afin de récupérer les clés du moulin que possédait François-Marie. Caire est arrêté et subit donc un interrogatoire à Morlaix. Durant l'échange, l'accusé se contredit dans ses réponses. Il affirme d'abord qu'il était à la messe au moment du meurtre, puis que, finalement, il était parti à Landerneau acheter un chapeau. Mais aucune de ces excuses ne fonctionne et les charges s'accumulent. On a notamment aperçu un couteau ensanglanté chez lui. Puis, on a retrouvé le fusil Le Faucheux qu'il avait volé au meunier, soigneusement dissimulé sur le chemin qu'avait parcouru Caire ce jour-là. Mais l'homme continue de nier. L'enquête est assez longue car assez difficile. En parallèle, l'opinion publique est très secouée par l'affaire. Un journaliste de la Dépêche de Brest écrit « Dans la liste funèbre et déjà si longue des crimes de toutes sortes que les jurés du Finistère ont été appelés à juger, il est rare de rencontrer un drame aussi saisissant, aussi longuement mûri, aussi froidement combiné que celui dont nous allons faire le récit. » En octobre, commence le procès de Caire, ainsi que celui de sa mère, qui est accusée d'avoir profité de l'argent volé. Le journaliste qui relate les faits réalise un portrait des 2 accusés.
Il explique ainsi que Jean-Marie Caër est le type accompli de cette race superbe des gars du Léon, dont il porte d'ailleurs le costume sombre et imposant, et sa mère, Marie-Anne Joly, est une vieille campagnarde à la figure parcheminée au regard fuyant. Lors de l'interrogatoire des deux suspects, Caër affirme qu'il est victime d'un complot des habitants qui ne l'aiment pas. Il assure que les taches de sang retrouvées sur son pantalon sont des taches de peinture, mais personne ne le croit. Ensuite, c'est la mère qui est interrogée. Elle est accusée d'avoir un comportement aussi mauvais que celui de son fils, et d'avoir un jour voulu assassiner son propre mari, ce qu'elle réfute. Elle proteste également quand on lui dit qu'elle a sûrement vu l'argent volé, puis les témoins sont auditionnés, mais Caër répète toujours que les accusations portées à son encontre sont fausses. L'impression générale qui se dégage de cette audience est très défavorable à Caër. En effet, on dit dans le groupe de témoins que si par hasard il sortait libre du tribunal, on lui ferait son affaire. Beaucoup de gens attendent la fin du procès avec un grand intérêt. Finalement, le jury de la cour d'assises rend son verdict le 4 novembre. Marie-Anne Joly a été acquittée. Mais son fils, Jean-Marie Caër, a été déclaré coupable à l'unanimité sur tous les chefs d'accusation et condamné à la peine de mort. La cour a ordonné que l'exécution aurait lieu sur l'une des places publiques de Morlaix. Caër a, pour la première fois, manifesté de l'émotion. Il s'est même mis à pleurer lorsque le président des assises, accompagné du procureur de la République, est allé le visiter à la maison de justice. La foule était alors satisfaite du verdict. Mais finalement, coup de théâtre, le condamné est gracié par le président de la République française, Émile Loubet. Il est donc condamné aux travaux forcés à perpétuité. Il a donc été dirigé sur le dépôt de Forçat d'Oléron pour attendre son départ pour le bagne. Il a été embarqué sur le transport La Calédonie le 16 mai 1900 à destination du bagne de Guyane. On sait qu'il s'est évadé le 22 juillet 1900 et qu'il a été réintégré le 11 août, comme le montrent ses documents. Jean-Marie Caër est décédé le 13 mars 1901 aux îles du Salut, soit moins d'1 an après son arrivée, sûrement parce que les conditions de vie y étaient très difficiles. Les moulins sont donc des lieux très intéressants à étudier car il s'est passé quand même pas mal de choses. Les meuniers étaient rarement aimés, à tort ou à raison. On considérait qu'ils étaient paresseux car leurs machines travaillaient à leur place. On considérait également qu'ils étaient des voleurs car ils prélevaient une partie de la mouture. Parfois, ils ne se gênaient pas non plus pour demander des faveurs sexuelles aux jeunes paysannes qui se rendaient au moulin. Pourtant, les meuniers n'étaient pas si puissants que ça. En effet, une fille de meunier disait souvent « mi-cher milinaire, mi-cher arvisère », ce qui veut dire « métier de meunier, métier de la misère ». Mais aujourd'hui, l'image des meuniers est bien plus positive puisqu'ils incarnent ce retour aux techniques traditionnelles. On espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis de découvrir l'existence de moulins assez discrets dans le paysage, mais qui avaient une place centrale dans la vie de nos ancêtres. On vous remercie pour votre attention et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo de l'échappée de l'Ouest.